Bonsoir. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui, super. Bonsoir, bienvenue. Merci d'être aussi nombreux, nombreuses. Du coup, bienvenue à la conférence Festival ou Boys Club. On va discuter aujourd'hui du rapport Civias 2024 et le mettre en rapport avec plein de sujets. Moi, je m'appelle Souria Cherfi, je suis journaliste. J'ai été rédactrice chez Vice pendant 5 ans. Maintenant, je suis indépendante. En plus de ça, j'ai fondé la plateforme féministe Petite Mademoiselle, qui organise des événements, des ateliers pour plus d'inclusion dans le secteur de la musique et de la nuit. Je suis en très bonne compagnie ce soir, avec Sarah, Eva, Céline et Flore. Je vais vous laisser vous présenter vous-même. Moi, je m'appelle Eva Pernet, je suis bookeuse chez Super Karma et je crois que c'est tout ce que je vais dire pour me présenter. C'est pas tout ce que tu es, Eva, mais vous aurez le temps au fur et à mesure de la soirée de le découvrir. Moi, je suis Sarah Boitou, je suis la coordinatrice de la plateforme Civias, qui organise donc cette conférence et qui a publié il y a quelques semaines le rapport 2024 sur la parité au sein des festivals. Je suis coordinatrice de la plateforme depuis 3 ou 4 ans maintenant. J'ai travaillé auparavant dans le secteur de la musique, dans le secteur culturel plus globalement. Et puis, je me suis spécialisée sur la question des inégalités de genre. Et j'ai ensuite pris la coordination de Civias. Civias, c'est une organisation qui accompagne les professionnels de la musique sur toute la question des inégalités de genre. Moi, je m'appelle Flore. Je suis chanteuse, autrice, compositrice, jusqu'à très récemment dans un groupe qui s'appelle L'Impératrice. Et j'ai aussi un podcast depuis 2021 qui s'appelle Chercher la femme, qui parle des femmes invisibilisées dans l'industrie de la musique. Ce podcast est devenu en 2023 un collectif aussi avec lequel j'organise des soirées du même nom, les Nuits Chercher la femme, à Paris, qui mélange des tables rondes, des showcases, des DJ sets, des karaokés avec que des meufs. Voilà. Céline Maguin, je suis co-directrice de Francophone. Francophone, c'est un festival qui met en avant la scène francophone, jeu de mots. Donc c'est un festival qui a lieu en octobre pendant une dizaine de jours à Bruxelles. Et puis on fait aussi de l'accompagnement artistique pour des projets qui résident à Bruxelles et qui chantent en français, sans limite de style. Et puis aussi, j'ai été mentor dans le projet Mewem et Léliane de Civias, les 2 éditions. Donc oui. Ouais, Céline était une super mentor, mais ouais, mais Léliane, c'était un programme de mentorat qu'on a proposé en 2022 et 2023. Ouais, et c'était vraiment incroyable et les liens que ça crée sont vraiment pérennes et durent vraiment longtemps. Voilà, on en parlera sûrement encore après. Merci. Du coup, comme on le disait, on est ici principalement pour aussi discuter le rapport Civias 2024, donc le travail incroyable de Civias et particulièrement de Sarah. Juste pour mettre les bases, parce que j'imagine tout le monde n'a pas retenu et étudié le rapport avant de venir. Ah bon? Vous n'avez pas fait des fiches ou... On va juste mettre le cadre de la méthodologie qui a été employée pour ce rapport, pour que tout le monde puisse avoir ça en tête pour ensuite la discussion. Du coup, Sarah, si tu as, parce que toi, par contre, tu le maîtrises bien, est-ce que tu peux nous rappeler la méthodologie du rapport? On a mis quelques chiffres derrière pour que ce soit plus facile aussi. Oui, alors la méthodologie, mais d'abord avant la méthodologie, juste rappeler que c'est un travail qu'on fait annuellement depuis 3 ans maintenant et qui se fait de façon collective, c'est-à-dire que moi je coordonne ce travail, mais derrière il y a tout un petit comité et il y en a beaucoup qui sont ici dans la salle, qui comptent, qui récoltent les données, qui analysent, qui m'aident à écrire, etc. C'est vraiment un travail massif, mais qui est fait collectivement. Donc pour ce qui est de la méthodologie, en 2024, on a pris effectivement 41 festivals, 32 de musique actuelle et 9 de musique classique et contemporaine.
On prend des festivals qui se sont déroulés de septembre 2023 à août 2024, donc sur une année entière. On prend tous les festivals indépendamment de leurs genres musicaux, mais on prend que des festivals qui sont subventionnés à hauteur de 10 000 € ou plus par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Que vous dire d'autre sur cette méthodologie? Pour ce qui est de la méthode de comptage, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail maintenant, mais ça a été hyper intéressant de la mettre en œuvre. En fait, quand on se met à compter le genre des artistes, on est face à des difficultés assez énormes, en fait. Donc c'est une méthode qu'on a développée avec des programmatrices et notamment des membres de Civias, pour arriver en fait à quelque chose qui soit au plus près possible de la réalité artistique et du travail de programmation. Donc, qu'est-ce qu'on compte? On compte les personnes sur scène, on compte les personnes au sein des équipes de programmation, parce qu'il y a un lien entre les deux, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et puis, on a compté aussi cette année pour la première fois le genre en fonction des passages horaires. Au cours de la journée ou de la soirée du festival. Et là encore, on a des éléments assez intéressants. Voilà pour ce qui est de la méthodologie. Peut-être juste rajouter qu'on compte les hommes cis, les femmes cis, les personnes non-binaires et les personnes transgenres. Ouais. Super, merci. C'est déjà, en tout cas, ça touche déjà à plein de sujets qu'on va aborder plus tard dans la conversation. Il y a une augmentation aussi de l'échantillon, donc il y a eu quand même 13 festivals en plus cette année. La volonté, c'est de les faire tous à la fin. Oui, pourquoi pas, en fait. En fait, en 2022, pour le premier rapport, on est parti avec 13 festivals. Cette année, on en a 41. C'est effectivement une augmentation assez énorme. L'idée, c'est d'avoir de plus en plus de festivals pour avoir une image la plus représentative possible des inégalités sur les scènes des festivals. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir élargir les données. Par exemple, cette année, pour la première fois, on compte la parité en fonction des horaires de passage. On aimerait aussi, dans les années à venir, pouvoir comptabiliser d'autres formes de discrimination. Donc voilà, vraiment étendre l'échantillon, mais aussi étendre l'analyse des données. Je pense que c'est ça l'objectif. Il y a dans le rapport, il était noté qu'il y a eu du coup 250 projets de plus, mais par contre 210 artistes en moins. Comment vous l'expliquez? Principalement du fait que du côté des festivals de musique classique et contemporaine, on a eu des représentations avec moins d'artistes au sein des projets musicaux. Je pense que c'était l'explication principale. Voilà, ça dépend des années. Chaque année est un peu différente aussi. À ce oui, c'est pas forcément une tendance. Enfin, à voir au fil des années si ça se. Exactement, oui. Tu as mentionné que vous analysez les festivals subsidiés. Pourquoi ce critère-là particulièrement? Je pense que l'idée avec ce critère, c'est de pouvoir... c'est-à-dire que ce sont des festivals qui obtiennent des fonds publics avec l'objectif qui sont à atteindre en termes d'artistique, des objectifs aussi culturels, des objectifs sociaux aussi. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir mettre en lumière leurs responsabilités par rapport à ces questions-là, de diversité, d'inclusivité. Voilà. Ouais. Super. Voilà, donc du coup, ça, c'est le cadre. Merci. Maintenant, on va découvrir les résultats. Ma petite blague. Voilà. Tadam. Pardon. Du coup, ça fait 64,4% d'hommes cis, 34,9% de femmes cis, 0,5% de personnes non-binaires et 0,2% de personnes transgenres sur l'entièreté des festivals analysés. Je vais me tourner vers vous toutes. Quelle est votre réaction, votre première réaction face à ces chiffres? On s'y attend à ces chiffres à peu près. Enfin, on le sent. Ouais. Ça, c'est sur l'ensemble des festivals, mais juste pour préciser, si on prend uniquement les musiques actuelles, par exemple, c'est 32,6% de personnes finta. Donc c'est
encore moins. Et alors, si on va du côté des musiques classiques, on a, je crois, 10% de compositrices jouées, 16% de chefs d'orchestre et 47% d'interprètes. Donc, encore des chiffres assez édifiants. Non, mais c'est vrai qu'on le voit. Et puis, évidemment, quand on prend la moyenne, on sent que la tendance, elle est vers du mieux, mais qu'on n'y est pas du tout encore. Et qu'il y a besoin, en fait, de valoriser et de montrer plus pour que ça devienne aussi naturel. Et tant que c'est pas naturel, il faut questionner et remettre des chiffres comme ça pour secouer un peu le cocotier et que les gens se rendent compte de la problématique. Ouais. D'ailleurs, il y a en effet une augmentation. En fait, elle est vraiment très minime. Du coup, 1,5% de femmes cisgenres en plus et 0,4% de personnes non-binaires et transgenres. Bon, c'est vraiment rikiki. Mais comme tu le disais, Sarah, vous êtes aussi penchée sur la visibilité de ces artistes parce que du coup, on peut potentiellement se réjouir de ces petits pourcents en plus. Mais de quelle visibilité est-ce que ces artistes bénéficient réellement lors de ces festivals en fonction des horaires aussi auxquels elles jouent. Et du coup, le rapport montre que c'est pas la même visibilité. Si tu peux nous éclairer là-dessus. Ouais, c'est pas la même visibilité. C'était pour ça aussi que c'était une donnée assez intéressante pour nous à mettre en lumière cette année parce que on voyait bien qu'il y avait une toute petite évolution positive, mais que on pouvait pas la présenter telle quelle. Il fallait vraiment qu'on puisse la nuancer aussi avec le fait que s'il y a plus de personnes finta, de femmes cisgenres, de personnes non binaires, transgenres programmées, elles n'ont jamais la même visibilité que les hommes cisgenres qui sont la plupart du temps headliners. C'est-à-dire que les personnes finta vont être programmées en début ou en fin de journée ou de soirée de festival. Et en fait, ce sont des moments où le public est assez peu présent. Il y a beaucoup d'études qui montrent qu'un festivalier ou une festivalière ne se rend jamais, en général, à l'ensemble de la programmation d'un festival. Donc, les festivaliers, festivalières choisissent leurs moments, choisissent en général les moments de milieu, de journée, de soirée. Et donc, voilà, il y a une augmentation, mais il n'y a pas pour autant la même visibilité qui leur est apportée. Est-ce que c'est quelque chose que tu constates, toi, par exemple, Eva, en tant que bookeuse, les heures de passage de tes artistes ou... Ouais, nous, c'est vrai que chez Super Karma, on a un catalogue qui est principalement, qui est majoritairement d'artistes émergents. Et on a aussi on a une majorité d'artistes finta. Je crois environ, j'ai essayé de compter, je crois que c'est environ 75 ou 80%. Sans que ce soit quelque chose qu'on mette spécifiquement en avant, mais en tout cas, c'est le cas. Et c'est vrai qu'en tout cas, nous, ce qu'on ressent, c'est que assez facilement, dans les festivals, on nous contacte pour mettre des projets féminins dans les petites cases qui manquent, quoi. Une fois que tout le puzzle a été fait, alors on vient un peu piocher chez nous pour remplir ces cases et potentiellement aussi rentrer dans des quotas, quoi. C'est comme ça qu'on le ressent. Et c'est vrai que du coup, on se retrouve quand même à se battre... à défendre des projets en disant qu'ils devraient potentiellement jouer plus tard, etc. Et c'est pas des arguments qui sont tout le temps entendus, mais surtout, en fait, c'est des arguments qui sont pas... qu'on peut pas vraiment gagner parce qu'en fait, le reste de la programmation est faite et donc, de fait, on doit accepter ces spots-là, quoi. Donc, ouais, je trouve que c'est quelque chose qui est clairement à revoir et je crois qu'il y a certains programmateurs, programmatrices qui font un effort de ce côté-là ou qui en tout cas, sont plus à l'écoute, mais la tendance, elle est quand même... à le faire dans le mauvais sens, quoi, en guillemets. Et en tant qu'artiste ou bookeuse, vous avez expérimenté aussi ce genre de situation ? Oui, en tant qu'artiste, c'est sûr que la probabilité de croiser des artistes féminines sur les festivals, elle est finalement pas si élevée que ça. Je l'ai vu même pas plus tard que récemment, l'été dernier, et c'était un festival en Belgique, par ailleurs. Alors, quel festival c'était ? Il y a eu un article là-dessus dans Moustique. Je crois que c'était Ronquière. Je ne veux pas dire de bêtises. Mais en tout cas, ils avaient épinglé le fait qu'on était 2 artistes féminines dans la journée
Et en plus, moi étant comptabilisée comme une artiste féminine, alors qu'en fait, bon, je suis une femme dans un groupe d'hommes et dans une équipe d'hommes, donc je sais même pas si ça compte. D'ailleurs, je me demande comment est-ce que vous comptabilisez ça? Ah mince, j'ai lancé un dos. Non? Non, c'est Okay. hyper intéressant. En gros, on comptabilise les projets musicaux et les artistes au sein des projets musicaux. Ah oui, ok. Et en fait, on va pas forcément faire de mixte féminin ou mixte masculin. En gros, on donne un pourcentage à chaque personne au sein du groupe. C'est-à-dire qu'une femme dans un groupe avec 3 hommes, je vais essayer de pas m'en mêler, ça va faire 25% pour le poids du féminin et le reste pour le poids du masculin. Et ensuite, on additionne. Donc c'est plutôt un poids. Ouais, super bien. Ok. Parce que c'est vrai que souvent on a tendance à, par exemple, l'impératrice, on nous rangeait parfois dans les groupes féminins, ce qui est pas tout à fait le cas. Et enfin bref, ça pour dire que voilà, même l'été dernier, c'est quelque chose que j'ai pu ressentir. Donc oui, il y a encore un vrai problème dans la parité de la programmation. Nous, notre réalité, elle est un peu différente parce qu'on n'est pas un festival extérieur qui commence à 14h et finit à 3h du mat'. C'est plutôt des soirées qui se chevauchent ou qui se suivent dans les jours. Mais ce qu'on avait constaté, parce que ça fait assez longtemps que cette problématique, elle est dans notre tête, et on avait remarqué que même les premières années où on avait atteint la parité, on était assez fiers de nous. En fait, petit à petit, on remarquait que les artistes féminines n'étaient pas trop en tête d'affiche. Elles étaient plutôt toujours dans l'émergence, et donc c'était souvent des projets masculins qui menaient la danse, et puis les projets féminins plutôt dans la case émergente. Et donc on a essayé de changer clairement cette tendance en essayant d'avoir un équilibre tant dans les têtes d'affiche que dans les projets qui sont avec cette étiquette émergent. Mais ça, c'est tout aussi relatif d'ailleurs. On peut être émergent très longtemps. Mais donc voilà. Et donc c'est comme ça que nous, on a abordé un peu la chose et on a commencé à mettre en place même des tableaux en rangeant. Nous, on rangeait beaucoup par pays, vu qu'on faisait attention à avoir une grosse partie d'artistes belges, et donc on faisait attention à pas trop se faire envahir par la France parce qu'il y en a évidemment beaucoup plus. Et donc on avait des cases Belgique, France, Canada, Suisse et autres pour le reste du monde, mais on y travaille aussi parce que ça on n'est pas très satisfaite non plus. Mais donc donc on a commencé à rechanger en faisant cases. Au début c'était vraiment Belgique femme, Belgique homme. Et puis là, on a rajouté une autre case avec les projets qui sont mixtes, si c'est un duo vraiment porté homme-femme. Mais tu as raison, on compte encore où c'est le lead qui va compter. Donc si c'est un lead mixte, on met dans mixte. Et puis là, on réfléchit aussi cette problématique de comment, tu en as parlé avec ma collègue Louise, comment justement comptabiliser au mieux pour que ça corresponde aux personnes concernées d'abord. Et comment faire pour collecter aussi ces données de genre sans que ça soit intrusif ou blessant. Et ça, c'est la nouvelle problématique qu'on a. C'est, OK, on a réussi à mettre des artistes féminines plutôt dans les têtes d'affiche, mais maintenant, comment on catégorise une personne transgenre qui se définit au masculin, mais qui du coup se retrouve dans notre case homme? Enfin, ça, c'est tout le jeu là où on essaye de faire attention à laisser cette personne là où elle souhaite être, mais tout en valorisant le fait que c'est quand même quelqu'un qui subit des discriminations à d'autres endroits. Donc quelque part, ça remplit nos quotas masculins, mais en même temps, on voudrait valoriser que cette personne est dans une minorité de genre. Donc là, on réfléchit à comment mettre ça en place pour laisser la liberté aux personnes de se définir elles-mêmes là où elles souhaitent être. Et si elles veulent le communiquer ou pas. Il y aura un moment pour les... Enfin, je sais pas, vas-y si tu veux, mais je pensais faire un moment pour les questions à la fin, peut-être, pour que ce soit plus fluide, mais vas-y. Par rapport à la méthodologie, en fait, je me demandais... Merci. C'est justement par rapport à la méthodologie, du coup, le genre, c'est pas toujours quelque chose qu'on voit, et je me demandais comment vous aviez... comment vous aviez comptabilisé sans être intrusif, justement, les genres non visibles, non visibilisés, voilà. Alors d'abord, on se base sur les documents de communication officiels des artistes, des groupes. Comment eux-mêmes se genrent, quels pronoms ils utilisent. Ça, c'est la première étape. Ensuite, on va aussi faire des recherches, écouter des interviews, regarder aussi sur leur compte Instagram, parce que souvent, dans la musique actuelle, quand un ou une artiste se définit comme non-binaire, transgenre,
c'est souvent mentionné, donc on va regarder aussi de ce côté-là. Quand on a vraiment un doute et qu'on n'a pas du tout envie de mégenrer, on écrit aux artistes. Et c'est quelque chose qui est entre guillemets assez facile à faire dans la musique actuelle parce que on a ce côté un petit peu starification, je mets plein de guillemets, hein, mais en tout cas la personne elle est visible, elle communique sur son identité assez facilement. A contrario, les musiques classiques et contemporaines c'est un peu plus délicat, et par exemple dans les festivals de musique classique et contemporaine on est resté dans la binarité homme-femme parce qu'on n'a pas forcément la possibilité d'aller au-delà, donc voilà. Grosse mission de stalk sur les réseaux. Ok. Merci pour cette partie-là. Ah oui, j'avais encore une question par rapport à, du coup, au passage horaire. Le rapport montre quand même, pointe bien du doigt les grosses agences de booking comme Live Nation et Back in the Days. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi il y a des pratiques qui ont des conséquences sur la visibilité d'artistes sexisés? Oui, c'est quelque chose qu'on évoque dans le rapport parce que ça a forcément un lien, ces grosses agences de booking qui concentrent un petit peu ce pouvoir sur la programmation, sur les horaires de passage. L'idée, c'était aussi de l'adresser dans le rapport parce que ça fait partie de toutes ces inégalités systémiques que ces agences en fait contribuent à alimenter. Donc voilà, après c'est toujours ce principe de quand le pouvoir est aux mains d'une toute petite minorité, on a forcément moins de diversité sur scène et puis des programmations qui sont assez homogènes. Il y a un autre élément dans le rapport qui est très intéressant, c'est la distinction entre la ségrégation horizontale et verticale. Du coup, c'est qu'on va définir ensemble. La ségrégation horizontale, donc, qui se concerne plus au sein des artistes, le fait que les personnes sexisées vont plus aller vers certaines pratiques musicales que d'autres et d'être éloignées d'instruments, de pratiques plus techniques. Et puis l'horizontale qui est plus dans le fait de pas pouvoir avoir accès à des postes plus haut placés, mieux rémunérés, etc. Comme la programmation, la direction, ou dans la musique contemporaine, du coup, chef d'orchestre. Pardon, je me perds dans mes petites fiches. Voilà. Je me demandais, du coup, voilà, ça, c'est des résultats qui sont assez probants de ces deux types de ségrégation. D'abord, pour la verticale, le rapport CIVIAS montre qu'il n'y a que 24% de programmatrices et 76% de programmateurs. Et en fait, là, pour ce rôle, c'est une diminution de 2% depuis l'année passée. Donc, il y a eu 11 nouvelles personnes qui ont eu un rôle de programmation cette année. Et parmi ces 11 personnes, il y a une seule personne sexisée, femme. Céline, en tant que programmatrice. Oui, je le vis assez régulièrement, en fait, d'être entourée d'hommes dans des moments de discussion avec des collègues en programmation. Mais c'est vrai que c'est assez difficile, en fait, d'atteindre ce poste. Et puis souvent, quelqu'un qui va être en programmation va transmettre son poste, finalement, à quelqu'un qui l'aura formé. Souvent, c'est une personne qui va lui ressembler. Il y a des exceptions, bien sûr, mais c'est quand même assez récurrent. Moi, mon cas, il est assez particulier parce que j'étais employée avec une personne en direction, donc un homme. Et finalement, on n'était que deux au départ. Et une fois qu'on a commencé à avoir des employés, on s'est rendu compte qu'on était une vraie codirection depuis le départ. Juste que je n'avais pas la reconnaissance du titre, ni du salaire d'ailleurs au départ. Et puis finalement, c'est assez rare qu'une personne en direction prenne quelqu'un d'autre avec lui pour gérer ensemble, en fait, finalement, l'association. Donc on est devenu une vraie codirection et tout s'est toujours fait en binôme. Et donc on est une codirection homme-femme. J'en connais d'autres, mais souvent l'homme aura le titre de directeur et l'autre personne sera en coprogrammation ou peut-être avec le titre programmatrice, même s'ils sont dans les faits souvent à égalité, dans les titres pas tant. Et ça m'agace un peu, mais en fait, ça change de la donne.
Quand on envoie des fois des mails ou quand on est dans des discussions, dire que je suis co-directrice, ça a plus d'impact que dire que je suis programmatrice, même si en fait je suis les deux. Et je suis co-programmatrice et co-directrice. Mais ça change la rapidité avec laquelle les personnes vont pouvoir répondre. Et ça, c'est assez moche. Et là, pour le coup, je ne suis pas sûre qu'il y ait une modification, que ça soit homme-femme. Pour le coup, on le ressent, cette espèce de prestige de la direction, du fait que, comme c'est nous qui achetons les spectacles, les gens se sentent obligés de répondre vite parce qu'ils ne peuvent pas perdre le contact. On n'a pas trop le droit de se mettre à dos à quelqu'un qui est en direction. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas tant de co-direction, il n'y a pas tant de femmes en programmation ou en direction de festivals. C'est quand même assez peu. Et ça se ressent dans l'ensemble parce que souvent, du coup, ils ne voient pas le problème. Moi, je travaille avec beaucoup de femmes. Dans mon équipe, j'ai beaucoup de femmes. J'ai plein de femmes en com, en admin. C'est super. Et en fait, même les personnes qui peuvent être alliées à la cause, souvent, c'est dur parce qu'en fait, mettre des femmes à ces postes, ça veut dire des fois laisser sa place, se retirer. Donc, c'est souvent des personnes qui sont là depuis longtemps aussi. Donc, c'est des postes qu'on garde très longtemps, en fait. Et donc, cette histoire de transmission, il faut un peu la penser. Et ceux qui n'y ont pas pensé assez tôt, leur festival, des fois, meurt. Ou sont repris souvent par d'autres hommes. Parce que finalement, je suis désolée, je vais reparler du même exemple que je parle très régulièrement. Mais quand il y a une offre qui se met pour un poste de programmation, ce qui n'arrive pas forcément souvent, c'est rare que ça soit une femme parce qu'en fait, les CV qu'on reçoit, souvent, les hommes ont beaucoup plus d'expérience. Donc, en fait, c'est un pari, c'est un risque de prendre une femme qui n'aurait pas encore eu l'expérience, vu que souvent, elles ne l'ont pas à l'occasion, en fait. Et pour pas le nommer, j'ai été dans le comité de sélection pour la coordinatrice musique de l'atelier 210. Et la question a tout de suite été posée de prendre une femme pour ce poste ou une personne qui serait sexisée. Et en fait, c'était un axe volontaire dès le départ de donner sa chance à quelqu'un et de voir si ça peut marcher, plutôt que d'office prendre quelqu'un qui aurait été en poste avec bien sûr de l'expérience derrière. Il y a une espèce de sécurité en fait. C'est quand même un gros risque. Ça peut jouer à beaucoup d'endroits sur une programmation et sur les impacts de la vie d'un lieu, de choisir une personne qui n'aurait pas autant d'expérience. Mais là, c'est un exemple super en fait où la personne est fantastique et ça marche hyper bien. Et voilà. Coucou Eve, elle est là. Eve de Campo, donc, qui est la coordinatrice musique de 210, ça fait quoi, 3 ans à peu près? Ouais, en janvier. Et ça prouve que en fait, ça fonctionne, même si au départ, elle n'avait pas géré de lieu, pas programmé à d'autres endroits, des soirées bien sûr, mais c'est autre chose d'être dans une salle quand même. Voilà, c'est vraiment un bel exemple et j'aime bien cette politique. Ils ont aussi un autre axe pour la Assemblée générale où aucun homme n'est rentré tant qu'il n'y avait pas la parité. Donc c'est une manière de ne pas exclure, ce que je trouve assez chouette, tout en valorisant. Et je trouve qu'il y a des chouettes démarches à choper au 210 sur ces axes-là. Ouais, trop bien, Eve. Est-ce que tu constates, parce que ça, c'était pas dans le rapport, la profession de bookeuse, est-ce que tu as l'impression que c'est aussi très male-dominated? C'est une bonne question. En fait, ce qui est étrange, c'est que pour le coup, c'est vraiment des personnes qu'on croise et qu'on côtoie dans les moments de réseau professionnel, quoi. Mais c'est pas des gens avec qui on discute de manière régulière, vu que voilà, on fait la même chose, mais chacun de notre côté, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes. Je pense qu'il y a beaucoup de... en fait, je pense qu'il y a pas mal de femmes, mais je pense qu'il y a beaucoup d'hommes dans les plus grosses agences, en fait, avec les plus gros artistes aussi. Et je pense que la différence, elle est aussi là-dedans. Après, j'ai pas compté, mais c'est l'impression que j'en ai. Et je voulais juste rebondir par rapport à quelque chose que Céline, elle disait. C'est pas directement lié, mais ça me fait penser. Et c'est aussi noté dans le rapport, au sein des programmations, combien il y a d'hommes et combien il y a de femmes. Et en fait, il y a beaucoup de festivals avec lesquels on parle régulièrement, où il y a, j'en sais rien, il y a 3 personnes, et sur les 3 personnes, il y a une femme. En fait, cette femme-là, moi, je pense que c'est vraiment des personnes à qui on parle jamais. Et je crois que ça, c'est aussi quelque chose qui est significatif. C'est que je pense qu'il y a des personnes qui ont un titre et qui, peut-être, derrière, ont un certain impact dans la programmation qui est faite. Mais la réalité, c'est que nous, en tant que bookeuses,
on parle vraiment qu'à des hommes tout le temps, et pour avoir des réponses directes de ces femmes-là, c'est très compliqué. Même quand on les inclut au pool de mail, on a l'impression qu'il y a toujours la décision, elle va toujours venir de l'homme ou du directeur, comme tu dis, ou de la personne qui a le poste le plus élevé au sein de cette programmation. Donc je trouve que c'est aussi ce truc de se dire, ok, c'est vrai qu'il y a quelques postes de programmation qui sont quelques femmes qui ont un rôle de programmation au sein de certains festivals, mais est-ce que toutes ces femmes-là font réellement partie des décisions de programmation? Je ne suis pas sûre. En tout cas, pas partout, quoi. Parfois, oui. Moi, je me suis longtemps cachée derrière Florent. Finalement, je faisais tout avec lui, mais c'était lui la figure visible, surtout quand il était en direction solo. Moi, je n'étais pas du tout mise en avant, et pourtant, je faisais tout le taf avec lui. Mais c'est quelque chose que moi, finalement, j'ai appris à faire, et puis là, maintenant, je suis là. Donc en fait, c'est plutôt cool. Mais c'est aussi impressionnant, en fait. On a l'habitude de se mettre sur le côté. Enfin, j'ai vu une étude incroyable là ils ont mis des capteurs sur des enfants dans une école en France pour voir où ils se mettaient dans la cour de récré. Et en fait, il y a que des mecs au milieu, toutes les filles elles sont autour, genre c'est ouf. Et moi je me suis rappelé moi, et c'est un peu ça. C'est un peu comme ça que moi j'étais. C'est-à-dire que moi je me mettais pas du tout au milieu, genre je suis pas légitime. Ça va même au-delà de ça, c'est que je suis même pas sûre que je le pensais. Juste, je le faisais pas. Et donc, souvent, je soufflais toutes mes idées, on y réfléchissait à deux, mais c'était lui qui verbalisait l'entièreté de ce qui avait été décidé. À tel point que mon CA, des fois, il y a eu une question où Florent a postulé sur un autre poste à un moment, il y a vraiment longtemps, et s'est posé la question, mais qui on va mettre en direction ? En fait, je suis là depuis le début, mais vous ne voyez pas du tout. Donc voilà, des trucs comme ça qui sont très confrontants. Moi, ça m'a vraiment secoué. J'étais là, moi, je suis là, en fait, je le fais depuis toujours, mais... Voilà, c'était pas vu, c'était pas visible. Et je me cachais, puis ça allait à tout le monde. Et donc, en fait, donc à un moment, il faut faire les deux. Il faut faire le switch, mais il faut avoir la possibilité de le faire, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc, en effet, tu as raison, souvent, c'est pas visibilisé. Donc, il y a une espèce d'obligation d'être et efficace et visible, et donc aux événements. Et donc, les gens qui voient que Florent à un endroit pensent que c'est la seule personne en programmation. Et si ça arrive maintenant aussi dans l'autre sens, qu'on pense qu'il n'y a que moi. Ah oui, en fait, vous êtes deux. Mais c'est dans les deux sens, ça commence, des fois. Ouais, il faut prendre la place. C'est important aussi cette diversification des équipes de programmation, parce que ça a un impact sur la programmation, ce qui est aussi expliqué dans le rapport. Ouais, c'est donc la donnée la parité au sein des équipes de programmation, c'est une donnée qu'on compte depuis la 2e année du rapport, parce qu'on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait un lien direct. Si on veut des programmations plus inclusives, souvent ça va de pair avec des équipes de programmation plus inclusives. Ça, c'est des sociologues, notamment Myrtille Picot en France, qui a beaucoup démontré ce lien et cet impact des équipes sur les scènes. Et d'ailleurs, là, on parle de 24% de programmatrices, c'est pour l'ensemble des festivals. Si on prend les festivals de musique actuelle, c'est 19%. Donc c'est encore moins. Mais donc il y a vraiment un lien entre les équipes et la parité sur les scènes. C'est quelque chose qu'on voit aussi dans le rapport. La plupart des festivals qui ont des équipes de programmation qui intègrent au moins une femme ont des programmations qui sont plutôt paritaires, d'une manière générale. Merci. Et du coup, là, c'était la partie sur la ségrégation verticale. Maintenant, la ségrégation horizontale qui concerne plutôt les différents types de pratiques au sein de la musique. L'exemple qui est donné dans le rapport, c'est que 95% des musiciennes de jazz sont des hommes, alors que 70% des chanteuses sont des femmes. Du coup, je m'adresse à toi, Flore, en tant que chanteuse. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir été mise un peu, d'être un peu dans une case qui est entre guillemets féminisée ou... Oui, bien sûr. Ça, c'est une vraie question quand on est artiste. En plus, quand on sait que dans les conservatoires, il y a une vraie parité, il y a une vraie égalité. Il y a à peu près 50%. Il y a même plus de femmes dans les conservatoires. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi après il y a si peu de femmes visibles au poste d'instrumentiste notamment, ou même de chef d'orchestre, parce que moi je trouve que ça c'est un peu dans la même... les chefs d'orchestre, c'est des personnes qui ont une formation musicale très forte, très longue. Et en plus, les chiffres, je trouve, sont encore pires en France. Il y a encore moins de femmes au chant, notamment aussi. Il y a encore moins de
oui, voilà, il y a encore moins d'hommes qui font du chant et il y a encore moins de femmes dans le jazz. Et oui, moi, c'est un truc que j'ai remarqué déjà depuis le début, parce que moi, j'ai fait un conservatoire de jazz en plus, donc j'étais vraiment dans ce style de musique extrêmement sexiste. Et en fait, dans le jazz, vraiment, toutes les femmes sont des chanteuses. Et en plus, à ça s'ajoute un stéréotype de la chanteuse qui n'est pas instrumentiste, donc qui a un niveau musical moindre. Alors qu'en fait, on a la même formation en jazz, en conservatoire, que les instrumentistes. Mais c'est juste qu'on est considéré... Enfin, le métier de chanteuse est considéré comme ce qu'on appelle un métier de femme. C'est-à-dire que c'est un métier qui est censé être inné. C'est un peu comme les soignantes ou les enseignantes, c'est-à-dire qu'on considère que c'est pas le fruit d'un travail, que c'est quelque chose que les femmes ont naturellement, et donc aucun mérite à être chanteuse. Et voilà, donc c'est pour ça que beaucoup de femmes, malheureusement, sont aussi coincées dans cette case. Et oui, c'est quelque chose qui est très compliqué à déconstruire aujourd'hui encore. Qu'est-ce qui tu penses? Est-ce que dans ton entourage, c'est des discussions que tu as avec d'autres artistes sur qu'est-ce qui empêche certains artistes à pouvoir s'approprier des techniques ou s'approprier des instruments? Je pense que c'est toujours le syndrome de l'imposteur. On y revient encore et encore. Le fait qu'on soit chanteuse, on est considéré donc comme une interprète déjà, donc souvent pas comme une compositrice ou comme une autrice ou comme une instrumentiste. Le fait que ce soit les hommes qui gèrent la technique, on en parlait encore tout à l'heure quand on a rencontré plusieurs femmes de l'industrie. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette idée que les femmes, donc souvent les chanteuses, on maîtrise pas la technique, tout le côté technique, et on a beaucoup de mal à s'imposer à ce niveau-là. Sauf la lumière. Sauf la lumière. Quand il y a une ingé son, on pense toujours que c'est elle qui fait la lumière. Ah oui, encore, moi je trouve qu'on en croise déjà bien trop peu. Hein. Mais oui, c'est vrai. Ou comme on dit tout à l'heure, que c'est une groupie qui traîne, ou la meuf d'un mec sur scène. Non, mais c'est encore un vrai truc. Et même le fait d'être compositrice... par exemple, moi j'ai eu beaucoup de, pour donner un exemple très concret, j'ai eu beaucoup de débats avec, même au sein de l'Impératrice, les membres de l'Impératrice considèrent que, par exemple, moi je fais les mélodies de voix dans le groupe et je faisais les mélodies de voix et les textes, et en fait eux ils considéraient que les mélodies de voix c'était de l'arrangement. Donc en fait je suis arrangeuse, par exemple, je sais absolument pas faire des arrangements par ailleurs, mais donc je suis pas compositrice, donc il y a toujours ce truc de limiter le rôle des femmes à celui d'interprète en fait, et en plus c'est très facile parce que les femmes souvent on est des personnes plus sensibles, donc on est très bien pour interpréter, mais par contre quand il s'agit de maîtriser la technique ou de faire de la création pure avec un côté technique, là on n'est jamais considéré. Donc il y a du boulot. Je sais même plus quelle était la question, pardon. Tu as très bien répondu. Un autre élément très intéressant du rapport, c'est l'observation que les personnes sexisées ont plus tendance à se produire seules qu'en groupe. Les explications, c'est le fait de ne pas vouloir se protéger, en fait, ne pas vouloir être confronté à l'hégémonie masculine. Mais ça a des conséquences. Donc, le rapport mentionne le fait d'être plus isolé, plus solitaire, d'avoir besoin de plus d'autodiscipline, parce que c'est quand même plus facile de travailler, d'être entouré dans son travail, et aussi de devoir renoncer à des projets, à des envies de formes musicales qui sont un peu différentes. Flore, toi, du coup, pour le coup, je continue avec toi. Es-tu la cible? Mais j'avais pas beaucoup de questions pour toi au début. Non, mais oui, forcément. Pardon, je t'en prie, pose ta question. Toi, t'as pris déjà, est-ce que c'est quelque chose que tu as observé autour de toi, même si c'était pas ton cas? C'est pas tant quelque chose que j'ai observé, mais c'est quelque chose que je comprends tout à fait, parce qu'en fait, après quelques années dans l'industrie, je pense que c'est quand on démarre dans l'industrie en tant que femme, c'est très difficile
de s'entourer des bonnes personnes. Donc on se retrouve très souvent quand même coincé avec les mauvaises personnes. Aussi parce que voilà, c'est un métier où il faut être en réseau. C'est extrêmement difficile d'avancer entièrement seul. Il faut avoir des gens autour de nous pour plein de raisons. Mais je pense que ce qui est très difficile, effectivement, c'est de quitter des schémas toxiques, parce qu'il y a quand même une majorité de personnes toxiques dans cette industrie. Je pense que je l'apprends à personne. Hein. Et c'est extrêmement difficile parce que faire un tri, c'est ce dont on parlait encore tout à l'heure, suppose de faire des sacrifices énormes et suppose aussi d'être très à l'écoute, de se remettre en question en permanence, parce qu'il y a parfois des choses qu'on n'a pas vues, dont on n'a pas été témoin, et qui peuvent aussi remettre en cause des gens avec qui on avait des attaches. Et voilà, enfin, en tout cas, je trouve que c'est un parcours qui est extrêmement difficile parce que seul, on est aussi beaucoup plus vulnérable en un sens. On a besoin d'être entouré, mais on a besoin d'être entouré des bonnes personnes et qui, malheureusement, sont minoritaires dans cette industrie. Donc oui, c'est quelque chose... moi, c'est un choix que j'ai fini par faire, mais après avoir fait 9 ans dans un groupe avec des personnes qui étaient toxiques pour moi. Donc c'est un vrai chemin et que voilà, j'encourage chacun à le faire, mais ça coûte beaucoup de le faire, donc courage. Merci. Il y a une super interview de Flore sur Mediapart pour celles qui l'ont pas encore vue, dans laquelle tu racontes ce départ du coup de l'impératrice. Est-ce que ce phénomène de se produire plutôt solo qu'en groupe, en tant que bookeuse, en tant que programmatrice, vous l'avez observé aussi ? Moi, je ne l'avais pas trop soulevé avant de le lire dans le rapport, et donc je me suis fait une réflexion en me demandant... On voit de manière générale plus de projets solo avec des bandes ou avec des prods derrière. Et je ne m'étais pas trop posé la question, mais c'est vrai qu'il y en a pas mal des projets féminins. Et surtout, j'ai l'impression que quand un groupe s'arrête, alors souvent, la fille, elle part solo, elle a tendance à plutôt partir solo avant de retrouver des gens avec qui se mettre. Et j'ai pas tant d'exemples de projets de femmes en lead comme toi qui partent. Enfin, j'ai un exemple en tête, en l'occurrence, de quelqu'un qui a fait le switch et la bascule totale de enlever tous les gars avec qui elle était en groupe et de mettre des femmes avec elle sur scène. Donc, respect Luca. Et, mais c'est aussi parce que ce projet, c'était son projet à elle. Et donc, elle a pu se le permettre. Quand on est un groupe, à mon avis, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça veut dire repartir sur d'autres choses. Enfin, ça demande un sacré courage quand même. Bravo. Merci. Mais moi, ça me fait penser aussi à autre chose. Enfin, je crois que c'est quelque chose que je constate plus... pas nécessairement avec ma casquette de bookeuse, mais un peu de manière générale, où en fait les projets artistiques, s'il y a une femme lead et lorsqu'elle cherche à s'entourer de personnes sur scène, c'est compliqué en fait de trouver aussi d'autres femmes ou d'autres personnes finita pour l'accompagner. Et enfin, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue, où en fait on n'arrive jamais à débloquer ce truc, parce que encore dernièrement là on faisait des auditions pour une artiste. Et en fait, parmi on a reçu énormément de demandes, et je pense qu'il y avait 2 femmes qui ont répondu, avec à chaque fois des profils qui fonctionnaient pas avec ce qu'on cherchait. Enfin, et en fait, du coup, on se rend compte que même avec une très bonne volonté de vouloir un peu changer les choses, ou en tout cas ouvrir la porte à d'autres personnes, c'est compliqué de le faire réellement. Donc je peux imaginer qu'en tant qu'artiste, c'est un gros dilemme de devoir laisser aller son groupe pour s'entourer d'autres personnes, parce qu'il n'y a pas forcément la garantie de trouver des personnes qui vont mieux correspondre, ou qui seront des femmes, ou enfin peu importe quoi. De toute façon, il y a toujours un effort. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment le mot d'ordre mais quel que soit le point de vue, que ce soit les artistes ou les programmatrices, les bookeuses, en fait, il y a toujours un effort de toute façon pour programmer des femmes, pour embaucher des femmes, parce que c'est évidemment elles sont moins nombreuses. Elles sont moins visibles, donc c'est pour ça aussi que j'avais créé Chercher la femme, parce que pour moi il y a une action, il faut aller chercher en fait ces femmes-là, et parfois on n'a pas le temps, on n'a pas les ressources nécessaires, et donc c'est quelque chose qu'on n'arrive pas forcément à faire tout le temps, mais c'est vraiment un effort, et le problème pour moi, c'est qu'il n'y a que les femmes qui font cet effort-là aujourd'hui, et
c'est quelque chose qui devrait être partagé par tout le monde. Et j'espère que ça va arriver. Mais parce que voilà, il y a une vraie notion d'effort, de sacrifice un peu aussi, de son temps, d'argent. Parce que le temps, c'est de l'argent, on le sait. Mais je pense que ça marchera vraiment si tout le monde s'y met, quoi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton projet, Chercher la femme? Donc quelle est la ligne? La ligne, elle vient de là, justement, du fait que je croisais tellement peu de femmes sur la route, déjà, en tant qu'artiste. Et j'aime bien entendre des histoires de femmes. C'est quelque chose que j'ai toujours trouvé très inspirant. Et j'ai l'impression qu'on manque beaucoup de rôle modèles dans cette industrie. En tant que femme et minorité de genre et je me suis dit vu qu'il y a pour l'instant on n'en parle pas assez, faut peut-être y aller. J'aimais bien faire ça, j'aimais bien aller chercher des trucs, j'aimais bien raconter des trucs. Je me suis dit vas-y, ça doit pouvoir se concilier et en fait une fois que j'ai fait le podcast, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de femmes qui l'écoutaient, en majorité des femmes, de toute façon sans surprise, et qui m'écrivaient et ça créait quelque chose, mais il n'y avait pas de lien qui se créait entre elles. Et pour moi, ce sont les deux choses les plus importantes pour essayer de faire avancer tout ça, c'est de mettre en lumière les femmes, parce que les rôles modèles, pour moi, c'est quand même un élément clé, dans le sens où les femmes vont plus se professionnaliser en sortie de conservatoire si elles ont des rôles modèles de femmes qui font ces métiers-là. Donc la mise en lumière, mais aussi la mise en lien, en fait, parce que s'il y a des femmes qui font ces métiers mais qui ne sont jamais mises en lien avec d'autres femmes, je pense qu'on va encore se retrouver face aux mêmes problématiques. Donc à partir de là, j'ai changé le podcast, enfin pas changé, mais transformé le podcast en collectif, et on a fait ces soirées-là pour essayer justement de créer du lien dans la vraie vie entre les femmes. Ce qui rejoint un peu le programme de mentorat que vous avez un peu mentionné plus tôt. Est-ce que tu as envie de l'expliquer aussi? Oui, ça rejoint complètement ça. Donc l'idée de ce programme de mentorat, c'était de mettre en binôme des mentors, des mentorés, pour que les mentors puissent aider les mentorés à développer leur projet de carrière. Et puis on proposait aussi des ateliers collectifs en parallèle sur toutes ces problématiques de syndrome d'imposteur, apprendre à négocier, se défendre verbalement, etc. Donc tout ce qui relève un petit peu du savoir-être qu'on n'apprend pas en fait quand on se lance, quand on se professionnalise dans ce secteur. Ce qui était vraiment génial avec ce programme de mentorat dont Eva aussi a fait partie, c'est ce réseau en fait que ça permettait de créer. Il y avait un vrai réseau d'entraide qui a perduré ensuite d'ailleurs. Aujourd'hui on se reconnaît, on sait un peu qui on est, on sait où on est, on sait que si on a une question on est là, ça c'est hyper précieux. Donc il en faudrait encore des tonnes et des tonnes des initiatives comme ça. C'est clair, et en fait c'est même un modèle qui peut aller dans plein de milieux, parce que cette problématique, on parle dans la musique, mais en fait elle est tellement partout. Mais au-delà de juste l'aspect mentor et mentoré, où quelqu'un qui est plus expérimenté accompagne quelqu'un qui se lance quelque part, ça a marché dans tous les sens. En fait, je pense que on a bénéficié d'une plus-value ensuite de connexion entre mentors, entre mentorés. Enfin, moi, je suis aussi proche de mentorés que de mentors, et ça permet, au-delà de ça, c'est pas juste une histoire de genre on se retrouve et on discute. C'est que ça permet aussi vraiment de faire après des deals, de bosser, de faire. C'est une histoire aussi d'écoute, bien sûr, et d'entraide qui fonctionne à tous les niveaux dans cette histoire. On se retrouve des fois à aider une autre personne qui n'était pas notre mentor ou notre mentoré, mais c'est aussi ça crée en fait des retombées professionnelles en fait par la suite, de collaboration, de discussion, d'identification. Il y a des programmations qui sont nées, nous, de nos collaborations. Je regarde Rokia parce qu'elle est venue faire une carte blanche chez nous suite à notre connexion à Mewem, enfin qui est devenue Léliane. Une carte noire, pardon, putain, c'est clair, totalement la classe. Une carte noire, ou même maintenant je suis dans le CA des volumineuses que j'ai rencontré dans ce programme. Enfin voilà, ces connexions, elles sont vraiment c'est du long terme, quoi. Donc ça a demandé quelques mois de connexion, de moments où on se retrouve, et puis après ça perdure vraiment. C'est hyper fort. Puis ça rejoint aussi le besoin, je pense, on parlait tout à l'heure des rôles de programmation qui sont inaccessibles
en tant que personne sexisée parce que moins d'expérience. Et du coup, est-ce qu'il y a eu au sein d'Eliane des personnes qui étaient justement intéressées de se former là-dedans, d'acquérir plus d'expérience? Est-ce que c'est dans ce cadre de programmatrice que tu es venue partager des... Oui, il y en avait. Alors, les profils sont très différents parce que les personnes qui viennent, soit elles ont un projet clair et finalement elles atteignent le projet parce qu'elles ont une espèce de cible. En l'occurrence, les volumineuses, c'était le cas. Manon, elle avait un projet dessiné. Il y avait juste le nom qui était encore un peu en suspens au début, mais voilà, c'est un projet qui est établi maintenant et Eva t'en faisait partie. D'ailleurs, au départ, c'était un collectif et comme souvent bénévole quand on se lance. Et après, il y a des personnes qui sont encore en tâtonnement. Et donc, ça dépend. Des fois, ça vire vers ailleurs. Donc, c'est vraiment, comme il n'y avait pas non plus d'obligation d'endroit où on se trouve, ça permet aussi aux personnes qui sont en questionnement, mais qui sont femmes et qui hésitent à aller dans un endroit ou un autre, de réfléchir à ça. Et c'était un endroit d'écoute et ouvert qui permet de basculer dans un endroit ou dans un autre. Donc, ça a amené des personnes qui ont été plus vers la programmation ou qui ont consolidé leur projet artistique ou journaliste. Enfin, c'était quand même assez large, en fait. Le rapport, bon, il y a encore énormément d'informations dans la version totale du rapport, mais il termine quand même avec pas mal de recommandations et aussi de ressources qui sont super intéressantes. Donc, je vous invite vraiment à le consulter. On va peut-être regarder ensemble les recommandations et voir comment on peut agrémenter tout ça. Donc, le premier step, évidemment, c'est de prendre conscience des inégalités. Est-ce que ça vous arrive d'être face à des personnes qui sont complètement en déni Oui. Oui. Oui, bizarrement, c'est les personnes qui sont en position de privilège qui en ont pas conscience. Ouais. Pour donner un exemple même très concret, moi je me rappelle, c'était il y a 2 ans, je crois, il y a Rock en scène qui a fait qui a envoyé des études, qui demandait aux équipes qui allaient jouer à Rock en scène, donc c'était en 2023, quel était le pourcentage de femmes dans l'équipe, ou c'était même pas le pourcentage, c'était le nombre de femmes, nombre d'hommes dans l'équipe, ou de personnes non binaires. Et c'était donc mon tour manager de l'époque qui avait reçu ça et qui trouvait que c'était une aberration déjà, et aussi surtout que c'était privé. Oh, waouh! Et sans surprise, c'est un homme blanc, cis. Et en fait, j'avais dû négocier parce qu'ils ne voulaient pas répondre à cette enquête-là. Et en plus, c'était... Alors, je ne vais pas non plus... je ne sais pas exactement quel était le but de Rock en scène. Je crois que c'était pour essayer, mais je ne suis pas sûre de ce que j'avance. Je crois que c'était pour essayer de compenser à la technique la faible présence de femmes, je pense, dans les artistes. Mais je ne suis pas sûre là, de ce que j'avance. Mais en tout cas, voilà, c'était assez révélateur. Je me suis dit, ok, donc en fait, si vous voulez même pas répondre à des questions comme ça, parce qu'en plus, spoiler, dans l'équipe de l'impératrice avec une femme, c'était moi. Du coup, on va pas beaucoup avancer, quoi. Sarah, quand tu présentes le rapport aux personnes qui sont analysées, aux organisations, quelle est la réaction des personnes qui, au final, ont des mauvais résultats, entre guillemets? Est-ce que ces personnes sont là? Je ne crois pas. Non, je crois pas. Et je crois que ça veut dire beaucoup aussi, malheureusement, qu'elles soient pas présentes. Mais il y a quand même des très très bonnes réactions. Déjà, il y a des réactions vraiment positives. Il y a beaucoup de festivals qui viennent vers nous en nous disant mais j'avais pas du tout perçu ça. Je tombe des nues. Bon, après... mais non, il y a une vraie volonté quand même de considérer ces questions-là, de faire mieux, pas à pas. Donc ça, on l'encourage bien sûr toujours. Oui, il y a aussi des festivals qui ont des réactions qui sont encore assez défensives. Qui considèrent, alors même que leur programmation est publique, qu'on n'a pas à mettre notre nez là-dedans et à les analyser et à comptabiliser. Mais je crois que c'est aussi très fort lié à cette idée encore et à cette figure du programmateur qui est un peu
tout puissant et nous on essaye vraiment d'encourager l'idée que en fait ces programmateurs, j'utilise le masculin volontairement, ils ont vraiment un rôle qui est essentiel dans ce qu'ils donnent à voir et à entendre et il faut en avoir conscience et c'est aussi notre rôle du coup de mettre en lumière du coup ces chiffres. Mais il y a aussi cette idée qu'il y a une liberté de programmer, mais qui va finalement de pair avec une possible liberté de création aussi, mais on n'est pas égal, on n'est pas égaux face à cette liberté de création. Ça demande des moyens financiers, ça demande beaucoup d'éléments différents. Donc voilà, les réactions, quand elles sont négatives, on essaye bien sûr de garder un dialogue ouvert. On a un petit livre d'or de très belles réactions tout de même. Ouais, on en a des belles. Tu peux pas balancer là? Mais en fait, on en a fait des stickers. C'est sur les stickers. On en a fait quelques stickers. Je programme au talent, c'est un peu la classique. Je vois pas le genre, je vois pas les couleurs. Bon, on peut même plus programmer qui on veut. C'était mieux avant. On peut même plus faire. C'était mieux avant. Ouais, non, on m'a aussi dit. Faut-il vraiment que le MLF se mêle aussi à la musique? Donc le MLF, c'est le mouvement de libération des femmes qui existait il y a... Oui, donc ça, c'est quelqu'un d'un certain âge déjà qui t'a dit ça. Absolument. En même temps, si tu regardes le rapport de court-circuit qu'ils font aussi, mais sur d'autres données, mais c'est quand même, ça se recoupe à certains endroits. Et apparemment, toutes les personnes qui sont en direction ou en programmation, c'est des mecs de plus de 35 ans. Donc, bon, 36 ans, c'est pas si vieux, mais ils n'ont pas tous... Là, je pense pas qu'il ait 36 ans. Non, je pense pas. Mais d'ailleurs, eux, c'était intéressant parce que ça concerne aussi les salles dans leurs statistiques. C'est des chiffres qui sont donnés par les organisateuristes, donc c'est à prendre aussi avec des pincettes. Mais ils disaient en 2022, il y avait genre plus de 12 000 projets artistiques qui avaient été scannés par l'entièreté. Et c'était aussi 20-23% de femmes globalement. Mais ça, la manière de compter, par contre, n'est pas aussi cohérente, vu que c'est chaque personne compte comme elle pense qu'elle devrait. Donc voilà. C'est justement la seconde recommandation qui est compter et définir les objectifs de parité. Mais toi, Céline, tu disais au début que tu avais l'air d'avoir déjà fait ton rapport avant que celui de Sylvia sorte. C'est vrai qu'on envoie en général nos chiffres avec déjà les données à Sarah. On essaye de lui prémâcher le travail. Ouais, en fait, quand les structures sont membres de Civias, on leur met aussi à disposition des outils de comptage et notamment tout un tableau où ils peuvent rentrer leur programmation. Après, il faut voir que chez Francophone, ça va au-delà. Il y a vraiment un comptage qui est encore plus détaillé et qui est vraiment très chouette parce que vous comptez aussi les personnes qui sont derrière les scènes, il me semble. Donc, ouais, on compte les personnes en technique. Après, on fait le maximum et on a essayé d'ailleurs de prendre une personne en coordination technique, d'aller plus loin à chaque fois en fait quand la direction technique a changé. Et la personne était super, mais était en congé maternité. Et c'est une des problématiques. En fait, non, c'est super qu'elle ait un enfant, hein, je l'adore. Mais c'est que c'est une des problématiques. On est vachement invisibilisé quand on est en congé maternité, en fait. Et après, il faut vraiment revenir. Et revenir, ça demande beaucoup d'énergie. Et parce que d'abord, on est avec un enfant et que malheureusement, souvent au foyer, c'est un peu la même vie. C'est-à-dire qu'on gère l'entièreté des choses, en tout cas dans la tête clairement. Et tout ce qui est invisible, c'est souvent nous. Et donc, en fait, quand il faut faire ça et en plus revenir au taf, c'est compliqué. Et donc voilà, donc pour le coup, là, c'est quand même un homme qui est revenu en coordination, donc on n'est pas toujours... on n'est pas parfait partout. mais c'est vrai qu'on essaye de donner cette attention à tous les postes, que ça soit des ingénieuses du son, comme on en a fait des autocollants, et que ça soit aux lumières, au son ou ailleurs dans les équipes. Et on questionne aussi les groupes sur ces questions-là. Au maximum, on essaye de comptabiliser aussi par ailleurs. Mais voilà, c'est un point d'attention tout le temps. Des fois, juste par un switch, pouf, on réalise que finalement, il y avait quand même plus de mecs, même si dans l'équipe, on est plus de femmes. Donc, c'est vraiment un point d'attention qu'il faut toujours garder et toujours rappeler aux personnes avec qui on travaille qu'en fait, c'est un endroit où on veut faire attention et on veut valoriser tout ça et toutes ces questions-là et mettre des femmes à tous les postes possibles. Mais c'est pas du tout un rejet des mecs qui bossent dans la musique, hein, pas du tout. C'est juste qu'il y ait une espèce de mixité naturelle en fait de plus en plus et que ça soit pas une question en fait.
ça l'est, donc pour l'instant, on se bat pour que ça le soit et que ça soit valorisé, vu que c'est une question. La suivante, c'était une plus grande diversité au poste de pouvoir. On en a un peu parlé. Au final, c'est vrai que ça rejoint des questions de RH et dont on a parlé à 50 Lab. Mais là-dessus, on a aussi pas mal parlé du fait que les femmes et les personnes minorisées de genre devaient prendre leur place et donc faire plein de programmes de mentorat, plein de choses pour s'empouvoirer, etc. Il y a aussi cette idée qu'à un moment, il faut que les hommes laissent la place. Il faut pouvoir laisser la place. Il n'y a pas des nouveaux postes qui se créent ou des endroits comme ça qui apparaissent. Il faut laisser la place. Enfin, c'est désagréable, hein, mais il faut s'auto-éduquer d'ailleurs, et après, il faut laisser la place. On n'a pas toujours envie d'éduquer tout le monde. Et puis même quand on voit que sur les 11 rôles qui se sont créés cette année, de toute façon, il n'y en a que un. Donc même sans laisser la place, les nouveaux rôles ne sont de toute façon pas accordés. Inviter les collectifs et proposer des cartes blanches, ça rejoint ouverture de la programmation. Nous, on adore les cartes blanches. Donc on en fait souvent. Et elles sont assez variées pour le coup. Mais c'est vrai que ça peut toujours être plus. Mais au final, souvent, quand c'est des collabs, sur scène, il y a quand même beaucoup de mecs. C'est rarement une carte blanche 100% féminine parce que, en effet, de nouveau, on rejoint l'histoire de musiciennes sur scène identifiées. Après, on a un projet de création, Les Secrets de Session, où là, c'est paritaire, voire majoritairement féminin. Mais c'est vrai que des fois, il faut aussi convaincre les musiciennes ou qui sont souvent plutôt dans des groupes et qui, du coup, ne sont pas forcément frontales, de leur dire qu'en fait, elles viennent en solo. Donc, ça peut être une batteuse ou une guitariste. C'est pas forcément les leads qu'on va chercher dans ce projet-là. Et donc, des fois, il faut aussi motiver les personnes, mais ça se met toujours... En fait, si on veut le faire, ça se passe, et puis c'est tout, en fait. Et puis ça enlève aussi tous ces arguments de ceux que vous avez mis sur des stickers. En fait, le côté égo de la programmation se retire si tu donnes ta place à d'autres personnes et collectifs. Désolée pour les programmateurs dans la salle. Élargir les équipes de programmation. Ça rejoint aussi ce qu'on a dit. Créer des espaces de dialogue et des comités de diversité. Est-ce que vous avez des exemples concrets d'organisations qui ont mis ça en place ? Je sais pas, qu'est-ce que vous entendez par là ? Je me souviens plus. Là, je pense que c'était plutôt au sein des organisations même. Après, c'est peut-être plutôt aux personnes dans le public. Si vous faites partie d'une organisation, peut-être que ça s'est développé au sein de vos équipes. J'ai le sentiment qu'en France, c'est encore pire qu'en Belgique, en fait, globalement. Il y a beaucoup de gens qui ont aussi les mauvaises tendances pour rééquilibrer la donne dans la programmation des festivals et pousser des noms de femmes artificiellement, qui sont des personnes qui ont contribué à un projet dans une autre, au deuxième plan, je ne sais pas quoi, juste pour cocher des cases, en fait. Et donc, nous, dans ce réseau, on essaie de faire un travail similaire. Et je me disais qu'en fait, il y a beaucoup d'énergie et de bonnes idées qui ne se croisent pas forcément entre les différents réseaux qui travaillent à des questions similaires, en fait. C'est d'essayer de
Nous, on le voit quand même aussi. Par exemple, moi, je suis dans la commission musique et il y a une question qui est posée sur l'attention portée à la présence de femmes ou de personnes de minorité de genre dans le projet. C'est une question assez ouverte qui permet de déjà faire... il n'y a pas une demande de quota en tant que tel. Je crois que c'est comptabilisé, mais dans le sens où il n'y a pas d'obligation de ce fait-là, mais ça oblige à répondre à cette question et à y penser. Et c'est vrai qu'il y a des réponses complètement absurdes ou complètement à côté de la plaque, genre « oui, mais on a une meuf qui fait la photo ». Mais voilà, ça mérite de poser la question. Et pour les bonnes pratiques, pour les chartes, par exemple, nous, on y réfléchit beaucoup. Comme on veut le faire bien, que le premier jet, on ne le trouvait pas bof, on ne l'a pas sorti. Mais du coup, je suis allée chercher aussi chez des partenaires des infos de comment eux, ils faisaient, qu'est-ce qu'ils avaient comme doc, quoi mettre comme info, pour que ça reste cohérent avec ce que nous, on valorise. Après, on a plus ou moins les mêmes valeurs sur ces aspects-là, mais que ça soit aussi avec notre ton et notre touche. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est pas facile. Faut aller chercher toujours l'info un peu soi-même sur ces questions-là, comme par exemple les pronoms. Donc on t'a contacté, mais ça demande toujours, de nouveau, ça demande de l'énergie tout partout, tout le temps, et souvent les mêmes personnes. Il y a aussi au sein de pas mal d'institutions musicales maintenant le rôle de responsable des publics qui a été créé. Qui du coup c'est une personne qui va souvent être une personne issue d'une communauté marginalisée, qui va avoir sur ses épaules un peu le rôle de devoir ramener des communautés au sein de l'institution. Mais de même, ça va être une personne souvent sexisée et ou racisée qui va avoir ce poids sur ses épaules et qui va être juste un peu seule au sein de l'institution extra blanche, masculine. Du coup, je sais pas, c'est pas une création d'un comité, c'est une création juste d'un rôle, et c'est peut-être un peu, même si c'est dans la volonté de faire changer les choses, c'est un peu dur comme méthode, j'ai l'impression. Je sais pas si vous avez été... Ouais, sinon, non, moi, j'ai pas le cas, mais j'imagine le poids posé sur cette unique personne. Ouais. Bon, bref, c'était mon my two cents. Agir contre les violences sexistes et sexuelles, parce que oui, c'est directement lié avec tout ce qu'on a dit. Est-ce que vous avez constaté des chartes, enfin il y en a plein maintenant après des mises en place de protocoles, de chartes. Est-ce que vous avez vu des exemples à suivre peut-être? Au 50, il y avait des personnes, des équipes care. Oui, il y a de plus en plus de care team qui existent au sein des événements. Et en Belgique, il y a le plan Sacha qui accompagne aussi toutes les organisations festives et qui fait un travail incroyable en proposant des bénévoles, des formations sur toutes ces questions-là. Et effectivement, c'est vraiment une des problématiques essentielles. Il n'y aura pas plus de femmes ou de personnes minorisées de genre dans le secteur de la musique si les violences sexistes et sexuelles restent un fléau aussi étendu. Et la dernière, intégrer et promouvoir une culture de l'égalité, qui regroupe un peu tout. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter, je vais utiliser les 10-15 dernières minutes pour les questions du public. Moi, j'ai un petit point. Ouais, parce que tu parles de la personne qui est en solo pour ramener des publics qui lui ressembleraient, alors que dans l'équipe, personne ne lui ressemble, en l'occurrence, et qui porte tout ce poids. Souvent, les questions justement de valorisation des femmes et des minorités de genre dans les métiers de la musique, c'est souvent porté en fait par une personne dans une équipe parfois, mais aussi finalement dans les assos qui gèrent ces questions. Et donc en fait, c'est un poids quand on est seul qui est vraiment hyper trash. Et en fait, on peut... Je vais prendre un exemple très précis. Sarah, de CVS, qui est en fait la seule employée, finalement, tu passes tout ton temps à rassembler finalement les gens et tout ça, mais c'est un métier hyper lourd quand on est en solo. Et en fait, je pense qu'il faut réfléchir à des fonctionnements, des systèmes, je sais pas... une cotisation de membres, des subsides en plus, j'en sais rien, mais en fait, on peut pas être seul à porter autant de questions, en plus avec des gens qui viennent poser leurs propres problématiques en se disant que tu es un peu un centre ressources, comme nous on l'a fait, parce qu'on ne sait pas trop vers qui se tourner en fait pour poser ces questions, et comme on est membre, on vient à cet endroit-là, mais en fait, être seul dans cet endroit-là, même s'il y a un comité, en fait, on le sait, les comités ou les fédérations d'artistes, tout ça,
c'est très dur en fait de solliciter les gens parce que tout le monde a son boulot à côté. C'est comme le ou la membre d'une assemblée générale. Finalement, c'est des personnes qui sont présentes régulièrement, mais au quotidien, en fait, on est souvent seul à porter tout ça. Il y a beaucoup de métiers en fait où on est en solo, et que ça soit sur scène en fait, ou dans une asso, ou même en booking. Il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment solitaires ou solo. Pas forcément solitaire, mais ça le devient en fait. Ça devient un peu un endroit isolé. Et je pense que ça nécessite aussi de la mise en place de moyens pour qu'on puisse combattre un peu plus. Donc le plan Sacha, Civias, en fait, il y en a trop peu vers qui se tourner. Garance pour d'autres aspects, Garance ASBL, mais voilà, ça manque quand même de personnes pour mener tout ça. Donc même si on est plein à se dire ouais c'est super, on est à fond avec toi, finalement. On se dit, bah vas-y, nous, on est membre Civias, c'est bon, on a le label éco-vert, c'est bon. Voilà, il faut quand même un peu plus de personnes, plus d'humains pour ne pas porter toute seule l'entièreté de tout ça. Ouais, je rejoins Céline, d'autant que donc, plus de moyens, plus d'humains, c'est clair. Moi, j'ai un poste qui est rémunéré. Tous les collectifs ici sont la plupart du temps bénévoles. Vivent ces questions et portent ces questions. Et bon, effectivement, il y a une part à prendre aussi par les hommes cisgenres. Et par les institutions. Qui c'est qui l'a dit ? Est-ce que vous avez des questions ou remarques sur ce qui a été dit ? Oui. Peut-être je vais prendre un micro sans fil. Ouais. Déjà, merci à notre panel pour cette discussion et puis aussi pour votre travail au quotidien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je sais que c'est une question qui fâche un peu. Je m'adresse aux Belges sur ce plateau, mais qu'est-ce qu'on pense de conditionner l'octroi d'une partie des subsides de ces festivals, puisqu'ils sont tous subsidiés, au respect des recommandations ou de certains quotas ou de la loi aussi. Merci Lynn. Oui, pour compléter, est-ce que vous avez déjà réfléchi à des perspectives sur le gender budgeting, qui est un outil très très puissant justement dans la lignée de ce que vient de dire Camille, de voir comment les allocations budgétaires peuvent aller en faveur de plus d'égalité ou au contraire la retarder. Il y a quelqu'un qui veut répondre là-bas à cette question ? Viens répondre. Enfin, moi, j'ai pas de micro sans fil. T'es où ? T'es là. Bonjour. Merci. Bonsoir. Donc, je suis Kostia Patier, je travaille pour la Jazz Station à Bruxelles, et c'est effectivement une très bonne question, une très bonne remarque. C'est une chose qu'on défend depuis assez longtemps en tant que lieu subventionné, du fait que pendant longtemps, on a parlé du fait d'octroyer des subventions en plus à des structures qui auraient une vision plus paritaire. Dans notre cas, et dans mon cas, je suis plutôt dans l'autre objectif, c'est-à-dire de plutôt être dans le punitif. C'est-à-dire dans les structures qui se sont engagées dans le cadre de contrats programmes ou de subventions qui dépendent de l'État, étant donné que c'est de l'argent du peuple et que cet argent doit revenir d'une façon ou d'une autre au peuple, du fait que si on ne respecte pas ces engagements, on rende d'une certaine manière cet argent à la fin de notre service. Mais je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut que cette réflexion soit menée, et qu'elle soit menée notamment en Belgique, qui est quand même le pays absolu du compromis, et qui est un moment où le compromis n'a plus forcément sa place pour moi dans ces questionnements-là. Alors, évidemment, donc la Jazz Station, comme son nom l'indique, c'est le secteur du jazz. On est face à des chiffres qui sont quand même assez aberrants et qui sont assez effrayants aussi quant à la quantité de personnes en situation de minorité qui sont représentées dans le secteur. Donc forcément, on ne peut pas, dans notre secteur à nous, arriver à un 50-50 en claquant des doigts. Il faut évidemment que ces chiffres et que ces objectifs soient adaptés
à chaque situation. On est aussi dans une situation où on n'est pas un festival, on est une salle de concert, donc on a 120 à 140 concerts par an. En ayant 120 ou 140 concerts par an, on a aussi beaucoup plus de latitude pour atteindre certains de ces objectifs. Et une autre chose, c'est qu'en musique, on l'a évoqué jusqu'à présent, et en jazz en particulier, le système de comptage est compliqué parce que souvent, une musicienne qui va être dans le lead d'un groupe va être 9 fois sur 10 accompagnée de 3, 4, 5, des fois plus hommes dans son groupe. Et donc, c'est des chiffres qui sont assez compliqués à mettre en avant, vraiment. Mais je crois que là, on est quand même dans une situation où des subventions sont données, et des subventions sont données bien souvent sur base d'un dossier écrit sur lesquels on peut dire quand même beaucoup de choses, des choses qui ne sont pas forcément sincères. Ça fait 10 ans que je fais ce travail et je sais très bien que voilà, un dossier, on peut lui faire dire beaucoup de choses. Et donc, il faut qu'il y ait, pour moi, des contrôles qui soient faits, et que ces contrôles soient sur le terrain, en fait, et pas sur base d'un bilan ou d'un document avec un rapport d'activité. Il faut qu'il y ait des personnes qui puissent venir nous voir et évaluer notre travail aussi. Et sans forcément, je disais punitif, sans forcément nous taper sur les doigts tout le temps, mais en tout cas nous réaiguiller quand il le faut, et nous dire que voilà, l'argent qu'on a, c'est pas que notre argent, c'est de l'argent qu'on nous prête, entre guillemets, pour faire des choses. Voilà. Donc j'appuie cette vision. Juste préciser qu'en effet, souvent quand on aborde les dossiers des festivals pour les subventions, souvent on a les données des résultats des années précédentes quand même, donc c'est quand même vérifié. En effet, il n'y a pas de sanctions, mais il y a cette volonté, en effet, tu as raison, un peu compromis à la belge, où on notifie tiens, la place des femmes, vous en pensez quoi? Ça serait pas mal. Pour moi, c'est un peu comme la place des artistes belges FOEB en radio, les quotas des artistes en radio. On va pas trop lancer tout le débat, ça souffle déjà. Mais en fait, les quotas, on en a besoin jusqu'à ce que ça soit établi que c'est OK. En fait, quand on regarde les quotas de diffusion des artistes en radio, c'est vraiment tout pourri. C'est un peu comme la place des femmes et des personnes en minorité de genre dans la programmation. Oui, pardon, juste ajouter que c'est quelque chose qui se fait en France. Les aides du Centre national de la musique, par exemple, elles sont conditionnées, alors pas à des quotas, mais à la formation des équipes de direction aux violences sexistes et sexuelles. Donc, ouais, oui, mais justement, alors... tu vois. Ils vérifient pas. Je pense qu'il y a plein de gens qui disent oui, j'ai été formé. Ça veut pas dire qu'ils en ressortent convaincus. Déjà, ils ont pas écouté. Enfin, puis c'est quoi? C'est une après-midi. Une journée. Enfin, donc bon. Moi, je suis assez d'accord. Je pense qu'il faudrait un truc vraiment plus drastique, parce que l'encouragement, ça suffit pas. Donc, faut trouver autre chose. Bonsoir, merci beaucoup pour l'événement, c'était tellement intéressant. Désolée, c'est pas ma langue maternelle, donc si je fais des erreurs, désolée. Mais moi, je travaille dans les boules européennes, je travaille dans le domaine de diversité, égalité et inclusion, surtout les politiques de personnes en situation de handicap. Et en tout cas, moi, je suis irlandaise, par exemple, et je grandis là-bas, et en fait, le secteur culturel, c'est vrai qu'il y a plus de subventions ici en Belgique, mais en fait, les personnes handicapées sont complètement invisibles en Belgique. Et en fait, c'est vraiment déprimant, parce que la plupart des salles culturelles ici ne sont pas accessibles. Pour les personnes qui sont en situation de handicap et encore moins pour les artistes qui sont en situation de handicap. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que moi, je prends toujours une approche intersectionnelle. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour les femmes surtout qui sont en situation de handicap, qui sont de couleur, etc. Désolée si c'est pas politically correct les langues, mais ouais, ça c'est ma question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire rendre un secteur qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre un secteur plus inclusif pour toutes les femmes, regardless of leur situation. Vous voyez. Merci beaucoup. C'est pour tout le monde. C'est une vraie question en France aussi. Ouais. Parenthèse, mais oui.
Pour les salles, nous, comme on est dans beaucoup de lieux différents, on le constate très fort. Il peut des fois avoir de l'accès pour le public, mais alors pas pour la scène, ou aucun des deux, en fait, suivant les lieux. Puis il y a des très vieux bâtiments, en effet, où du coup, la logistique, elle est dingue. Nous, on a repris une salle. C'est une des questions qu'on s'est posées très vite. Et en fait, la salle est inaccessible, sans des coûts faramineux, en fait, qui sont trop gros. Et pour l'instant, je pense que ça ressemble plus à on le déplore, on n'y arrive pas, et on le sait, et on n'a pas beaucoup de solutions. Nous, on va dans des salles qui ne nous appartiennent pas, donc on ne peut pas toujours aider à la mise en place, mais je ne suis pas sûre d'avoir les solutions non plus. Mais je trouve que c'est une question qui est importante à poser là. Et on la pose souvent là, et puis on fait on la regardera peut-être l'année prochaine, parce que là, on ne sait pas comment la prendre, en fait. Je pense que c'est complexe. Les plus gros lieux avec des grosses infrastructures, ou les nouveaux lieux, je pense que les nouveaux lieux sont obligés d'avoir des normes, ce qui est déjà pas mal. Mais c'est vrai que les très anciens lieux, c'est toujours très compliqué, quoi. Nous, on a beaucoup de salles qui ne sont pas accessibles. Blanc. Voilà, on l'a posée là, la question, elle est là, elle est dure, on ne sait pas. Non, mais c'est bien que tu le dises, parce qu'en effet, on n'a pas toujours la solution. Et puis souvent, on pense au handicap moteur, donc accessible en chaise. Et en fait, quand c'est un handicap où on peut se déplacer, mais pas totalement, mais en fait, c'est pas souvent adapté, quoi. Et souvent, ça te prend, à mon avis, ça prend encore beaucoup plus d'énergie d'aller à un événement, parce qu'il faut contacter le lieu, peut-être prévenir, et en fait, on n'a pas envie de ça, des fois. On a juste envie de pouvoir venir comme tout le monde. J'étais au festival ici en Belgique en juin avec mon ami qui utilise un fauteuil roulant. Et on avait les rampes, etc. Mais on n'avait pas les toilettes pour les personnes en situation de handicap. Donc, pendant les festivals, on a dû partir le festival pour trouver un hôtel pour une toilette accessible. Et ouais. En fait, c'était un mini-festival ici à Bruxelles, en fait. C'était en juin, je me souviens plus le nom du festival. Mais, ouais, désolée, mais c'était les femmes qui jouaient, les femmes, les groupes musique. Ouais, mais les femmes, ouais. C'était un festival national, c'était en juin ou juillet, quelque chose comme ça. Ouais, c'est le fête de la musique, en fait. Ouais, exactement. Mais il y avait des toilettes, mais il n'y avait pas de porte-toulouse, vous voyez, mais pas les porte-toulouse pour les personnes en situation de handicap. Et ouais, merci beaucoup. Merci à toi. Il y a une question ici. Il y a une question Bonsoir. Là et là. Bonsoir. Bonsoir, merci pour la conférence. Merci pour le travail, Sarah, et toutes les personnes qui t'entourent pour réaliser ce rapport, une nouvelle fois, qui est hyper intéressant. Pour rejoindre ce que disait Madame tout à l'heure, je trouvais d'ailleurs que le slide ressources est incroyable parce que ça permet vraiment de faire découvrir même aux personnes qui sont déjà hyper intéressées sur le sujet de manière générale, d'aller vraiment chercher d'autres informations et découvrir des collectifs, des adresses, des réelles boîtes à outils dont on ne connaissait même pas l'existence. Et oui, en fait, il y en a encore parce qu'en fait, je pense qu'ici, on est principalement un public de convaincus, on ne va pas se mentir, mais ni se cacher derrière son petit doigt qu'il y a quand même énormément de choses et de sujets qu'on a déjà abordés, pour lesquels on a déjà débattu. Mais sincèrement, ce slide de ressources est pour moi une petite boîte à trésors. Pour rejoindre ce que disait monsieur tout à l'heure et madame, je pense qu'effectivement, il y a, de manière générale, on revient toujours au même point, c'est que c'est vraiment des sujets qu'il faut porter au niveau politique. Alors moi j'en parle parce que effectivement je connais le dossier et qu'il y a certaines personnes qui peuvent se battre pour défendre le secteur culturel, mais surtout pour défendre l'inclusion de manière générale dans le secteur culturel. Mais s'il n'y a personne pour pouvoir justement porter ce débat-là et amener ces sujets-là d'un point de vue politique, parce qu'il y a effectivement les métiers du secteur culturel, ceux qui sont visibles ou pas visibles, mais s'il n'y a personne pour porter les dossiers au niveau politique, parce que oui, les subsides, effectivement, si vous ne respectez pas les critères qui vous permettent d'avoir vos subsides, l'année d'après, vous ne l'aurez plus. Donc effectivement, il n'y a pas forcément des personnes qui viennent vérifier sur place, parce qu'il n'y a pas le temps, parce qu'il n'y a pas assez d'effectifs.
dans les cabinets ou de manière générale au niveau de l'administration, mais si vous ne respectez pas les critères, d'office, il n'y aura plus les subsides derrière. Maintenant, effectivement, si c'est toujours pour faire en travers, il y a un moment donné où on n'arrivera jamais à résoudre le problème. Sauf qu'aujourd'hui, on est toujours sur les mêmes questions de comment c'est possible qu'il n'y ait pas de toilettes accessibles au PMR. En fait, c'est des questions, on revient tout le temps à la même chose, sauf que ça ne devrait plus être le cas, parce que pour moi, il n'y a pas assez enfin pour moi, et pas que pour moi, mais de manière générale, on ne porte pas assez les sujets d'un point de vue politique. C'est souvent... on s'arrête à un espèce d'entre-soi. Les gens qui aiment la culture, qui veulent la défendre et qui sont tout le temps en train de travailler pour la rendre meilleure et plus inclusive, sauf qu'il y a ce gap qui, à un moment donné, fait que ce sont des sujets qui doivent être portés d'un point de vue politique. Plus fort, toujours plus haut. Parce qu'il y a plusieurs pouvoirs, évidemment, au niveau... à plusieurs degrés. Il y a le local, le régional, le fédéral, comme en France, d'une manière générale. C'est des sujets qui doivent être portés plus haut, toujours. Est-ce que vous êtes consulté au niveau politique? Ou est-ce que Civias, vous faites... Pas directement, mais on a un comité dans lequel il y a des personnes qui sont dans le service musique de la FOB, par exemple. Donc on a des liens, bien sûr. Mais je crois que c'est aussi vraiment un des buts premiers de ce rapport, en fait. C'est de pouvoir adresser ces questions, justement, à des niveaux institutionnels et politiques. Et c'est aussi un outil qu'on a créé pour l'ensemble des collectifs, des associations qui sont la plupart du temps bénévoles, d'aller auprès des cabinets avec ce rapport, de leur dire voici les chiffres, voici notre projet, on veut développer ce projet, il faut nous aider parce que les chiffres sont tels qu'ils sont aujourd'hui. C'est aussi comme ça, je pense qu'on arrivera à adresser ces questions-là à un niveau politique, avec des chiffres, avec des analyses qui sont objectives, entre guillemets. Du coup, c'est moi la prochaine. Mais du coup, je pense que ma question rejoint votre réflexion à vous, madame, c'est que vu que là, vous avez organisé des festivals financés par la FWB, c'est ça, entièrement. Ma question, c'était, est-ce que vous avez montré le dossier à la FWB? Est-ce qu'il y a un engagement de leur part et peut-être plus sévère sur les projets qu'ils financent, quoi, parce que les chiffres sont quand même fortement alarmants. Et oui, c'est tout. Je suis pas sûre d'avoir entendu le début de la question. Est-ce que tu veux bien le répéter? Est-ce que vous avez montré le dossier à la FWB? Fédération Wallonie-Bruxelles. Est-ce qu'on a présenté ce rapport? Oui, bien sûr. Mais ce rapport, il est connu. Si je peux demander, je ne sais pas si c'est indiscret. Non, c'est pas du tout indiscret. Alors effectivement, il y a vraiment cette idée d'amener ces questions-là au niveau de la fédération. Nous, dans un sens inverse, on est aussi soutenus par la fédération. Donc voilà, on est soutenus pour pouvoir produire ce rapport. Et puis grâce à ce rapport, on essaye aussi de retourner la balle pour leur montrer qu'il reste encore des inégalités. C'est un jeu qu'on joue, je crois, assez bien en fait entre nous. Mais voilà, je sais pas si ça répond à la question. Ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi? Je sais pas. Je sais pas si on peut dire ce qu'ils ont dit. C'est tellement de personnes différentes. Okay. Je veux dire, je crois qu'ils sont pas forcément étonnés, mais encore une fois, je sais pas exactement de qui on parle précisément au sein de la FOB. Je crois pas que ce soit des chiffres qui étonnent. Je crois que il y a une volonté, en tout cas, de les visibiliser, notamment à travers les contrats programmes où on est cité, où la FOB encourage les structures qui sont contrats programmés à nous fournir des chiffres et des données qu'on puisse analyser. Voilà. Bonsoir. Moi, je m'appelle Élise. Je suis artiste émergente, mais j'ai travaillé un peu du côté des institutions. Et on parlait tout à l'heure qu'il y a vraiment peu de femmes dans les comités de programmation et dans la direction. Mais moi, ma réflexion, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas instaurer un système de mandat en tant que directeur ou programmateur, c'est-à-dire qu'on aurait droit à 2 mandats, puis c'est fini, on laisse sa place. Surtout si c'est des salles de spectacle qui sont subsidiées, donc où c'est de l'argent public. Donc je me demande, dans le CA aussi, est-ce que ça peut tourner? Est-ce qu'il y a des réflexions comme ça? Pour avoir travaillé dans une institution en particulier, vraiment le directeur, c'est Louis XIV et ça court à côté, quoi. Il est là depuis des années, on lui murmure des choses. Enfin, est-ce qu'il y a moyen qu'il y ait un turnover à un moment donné ou pas? Voilà, ça, c'est ma question.
Alors, ça dépend. Il y a plusieurs endroits dont tu parles. Il y a instaurer une règle à un endroit. Ça, c'est plutôt au niveau politique dans les projets qui sont soutenus et subventionnés. Et ça, je suis pas ministre, donc pour l'instant, je n'ai pas moi ce pouvoir. Nous, quand on a créé la Maison Poème, donc francophone et Midi Poésie, on a fait une espèce de colloque culturel, donc on a un lieu à Saint-Gilles. On s'est posé cette question d'ailleurs au moment de la constitution de la SBL Maison Poème. Est-ce qu'on instaure une durée de mandat pour la... Là, on était une tridirection au départ. Maintenant, c'est plutôt une co-direction. C'est Florent de Francophone qui gère et Mélanie des Midi Poésie qui co-gère à deux en fait la Maison Poème. Je me souviens plus ce qui a été tranché finalement, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est venu sur la table. Et nous, du coup, ça nous a questionné sur Francophone. Parce que finalement, moi, je suis pas en co-direction depuis super longtemps, mais je suis dans l'asso depuis 15 ans. Donc quand même, en fait, ça fait longtemps. Et petit à petit, moi-même, je vais finir par avoir le monopole de mon asso. Enfin, tu vois, parce que malgré tout, même si je suis une femme en poste de direction, bah, du coup, je me questionne sur ce qu'on dit aux mecs. Et je me pose moi-même la question, à quel moment ça s'arrête, à quel moment on transmet. Et en même temps, il y a toujours aussi cette peur de, quand on transmet, comment la personne suivante va garder la ligne de tout ce qu'on a insufflé. C'est d'autant plus dur quand tu as créé le projet. Alors nous, on ne l'a pas créé au départ, mais on a tout modifié. Et donc tout francophone est devenu notre projet, parce que ce n'était pas du tout ça le nom de départ. Mais c'est une vraie bonne question. Il y a je crois que c'est au Danemark où il y a un pays scandinave, et là, j'ai pas envie de dire n'importe quel pays. Il y a un pays scandinave où genre c'est des projets, c'est 10 ans et après même le projet entier, hop, il s'arrête et il change et on fait un autre projet. Il y a un truc un peu régulé comme ça qui oblige à redynamiser tout le temps le secteur parce que en effet ça ronronne vite et ça a tendance à finir par tourner sur soi et parce que tu as eu une valeur un jour, on te l'accorde vraiment longtemps, des fois à raison et des fois vraiment pas. Et c'est très dur de désubventionner des projets subventionnés depuis très longtemps. Vraiment très très dur, pour plein de raisons différentes. Mais donc le CA, comme tu le dis, alors il faudrait pouvoir aller questionner chaque CA, qui se questionne sur en effet ces problématiques. Ça demande à mon avis... Donc le mieux c'est de passer par l'organisme, je pense, la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais ça peut aussi être la COCOF, ça peut être d'autres endroits en fait. On parle toujours de la FWB en les pointant, mais il y a plein d'endroits où il y a des subventions. Il y a la région, la SABAM, Playwhite. C'est des endroits qui subventionnent beaucoup d'événements, la Loterie nationale, et qui pourraient aussi instaurer leurs propres règles sur certains endroits. On le voit, nous, dans les justificatifs qu'on doit fournir. Suivant le prisme de telle ou telle subvention, on doit adapter nos rapports ou les données ou les demandes spécifiques qui sont données. Ben, ça pourrait être ça. Parce que, par exemple, la COCOF impose des artistes de Bruxelles, parce que eux, c'est vraiment les francophones de Bruxelles. Et donc, tout ça, c'est des questions. Donc, en fait, chacun est libre aussi d'imposer ce qu'il souhaite. Et donc, eux aussi, on pourrait aller les toper. Après, je ne sais pas si ça existe déjà, mais est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une institution indépendante qui contrôle ça, qui par exemple, pour cette sorte de mandat, moi, je trouve que c'est une super bonne idée. Mais après, chacun ne peut pas le faire. Il faudrait que ce soit vraiment quelque chose... quelqu'un qui contrôle, qui check. Après, en France, on a déjà un président qui veut pas partir, alors que tout le monde veut qu'il se barre. Donc, je sais pas si on va pouvoir donner des leçons, mais ce serait cool, je pense. Ça serait bien, et en même temps, ce qui est dur, c'est que c'est des postes tellement difficiles à avoir qu'une fois qu'on les a et qu'on y est bien, on n'a pas très envie d'en partir. Et voilà. C'est un milieu tellement précaire qu'on n'est pas sûr de retrouver un boulot ailleurs. Quand j'arrête de parler. Il y a des questions à plein d'endroits. Bonsoir, je m'appelle Wendy Jasmine. Je regarde un peu autour parce que vous allez comprendre pourquoi très vite. Je suis Mellow Woman professionnelle et dans ce cadre, je suis parfois MC, parfois DJ. J'avais déjà une question pour l'audience. Ça va les hommes cis-het? Où êtes-vous? Bienvenue dans le fait d'être minorisé. J'ai l'impression qu'il y avait un peu une contre-soirée, le Boys Club en l'occurrence. Et c'est un peu ça qui me fait peur et qui m'attriste et qui me fâche ce soir, c'est que de nouveau cette sous-représentation des personnes concernées et qui font que ce rapport doit exister. Et dans ce cadre-là, je me demande un peu, parce que je suis moi-même aussi fatiguée, comment faire passer le mot
à ces personnes qui ne veulent pas bouger, parce que dire laisser la place, je pense que c'est gentil, c'est ce que nous on ferait. Nous, je suis une femme cis-het, mais je suis pas sûre qu'il faut juste gentiment demander de laisser la place. Je crois qu'il faut prendre la place et qu'en effet, il y a des mécanismes qui doivent être mis en place pour que ça arrive enfin. Et donc, j'ai envie de... Je ne sais pas, je vous pose pas la question comme ça parce que ça nécessite une grande réflexion sur comment faire pour prendre la place, pour forcer à laisser la place gentiment. Mais plutôt, j'invite à ce qu'on continue à réfléchir entre nous, qu'on se donne de la force entre personnes sexisées et alliées. Et voilà. Et à un moment donné, renverser le patriarcat, tout ça. Merci. Il y a à chaque fois plus de mains qui se lèvent. Ouais, je ne sais pas à quel point on peut déborder, parce que là, on déborde déjà. Combien de questions? Pardon? Il est 21h10. Ouais. À qui on doit regarder pour savoir? On peut continuer de parler dans... Ouais, je sais pas, c'est qui décide? C'est collectif. Non, peut-être une dernière. Je pense que Eva le... Ah. Je vais pas... Bon. Merci Souria, merci tout le monde pour vos interactions géniales. Je voulais juste vous donner 2 petites ressources. On parlait des personnes en situation de handicap. Il y a la collective Frida qui est basée à Liège et à Bruxelles, qui a développé tout un guide super avec Voix de Femmes notamment, qui donne plein de tips pour rendre vos événements plus inclusifs aux personnes en situation de handicap. Et la collective Frida qui peut vous accompagner sur ces questions-là aussi. Donc shout out à elle. Et en France, il y a les Dévalideuses aussi qui font un travail de fou là-dessus. Donc 2 collectives intersectionnelles importantes à mentionner. Et je voulais juste aussi faire un autre petit rappel qu'en fait... moi, du coup, je m'intéresse à ces questions-là, mais du point de vue de nos droits, et notamment, en fait, ce qu'on fait, c'est du travail. Voilà. Bon, c'est nul parce qu'on est dans une société capitaliste, donc il y a tout ce qui vient de nul avec. Mais du coup, ça veut aussi dire qu'en fait, on est dans des relations contractuelles. Et c'est pour ça qu'on a parlé de syndicats aussi. En fait, par exemple, en France, ils ont un syndicat des musiques actuelles qui défend, en fait, au niveau syndical, nos droits du travail. Et en Belgique, on a plein de lois super, en fait, qui nous protègent déjà sur les discriminations. Il y a la loi sur le bien-être au travail qui date de 96 et qui cadre la sécurité, la santé, le bien-être physique et mental de toutes les personnes qui sont employées. Et il y a la loi contre le harcèlement au travail qui date de 2014 avec des obligations, pareil, des employeurs de prévenir et gérer tout ce qui est cas de harcèlement, sexiste ou sexuel et tout ce qui est bien-être au travail. Et en fait, je pense que c'est important pour nous de réaliser que quand on est une artiste programmée quelque part, il y a une relation contractuelle qui est quelque part. Et donc, s'il nous arrive quelque chose, en fait, les discriminations basées sur le genre, c'est illégal. Voilà. C'est pas un délire de féministe, et c'est ça qui est important, je pense, à ancrer dans nos discours aussi, c'est de dire, en fait, c'est notre droit de pas être discriminé, c'est notre droit d'avoir des conditions de travail saines où on est rémunéré à notre juste valeur, et on a le droit de revendiquer ces droits-là. Donc voilà, merci à vous pour... Et le code pénal sexuel, merci, parce qu'il y a l'avocate derrière, si jamais vous avez des questions de droit, Laura, c'est... J'adore écrire les plaintes contre des connards, si jamais. Voilà, et elle fait ça très très bien. Mais donc voilà, je pense que c'est, comme on disait, comment prendre sa place. Je pense que ça passe par là aussi, par les luttes qui ont déjà été menées, par tout ce qui existe déjà, et comment est-ce qu'on peut s'outiller tous ensemble pour qu'on soit mieux respectés et qu'on puisse faire notre travail et se faire kiffer tous ensemble. Merci. Merci beaucoup. Pour les autres questions, je vous invite à continuer la conversation au bar, si vous restez un peu. Merci à vous d'être venus, pour votre attention, et merci. Ah. Je vous donne le micro. Allez, une dernière.
Et je voulais vous dire, mesdames et autres personnes sur le spectre, demandez des subsides. Vraiment, n'hésitez pas, que ce soit pour les clips, pour la production, pour tout ce qui est musical, demandez des subsides parce que les chiffres, ils sont aussi là pour le gouvernement et c'est ça qu'ils voient aussi. Voilà. Donc n'hésitez pas, même si vos dossiers ne sont pas super, ou allez trouver des ressources, allez poser des questions, mais vraiment n'hésitez pas à rendre des dossiers pour qu'on voit vos noms, pour qu'on voit votre genre, ça compte beaucoup. Voilà, bisous.